Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Allez-y Moussa. Je pense que les commerçants, ce sont les victimes innocentes de cette situation, et je suis d'accord. Surtout les commerçants qui sont sur l'Axe Le Prince. C'est pourquoi je ne peux pas croire que ce soit véritablement des gens qui se réclament d'un parti politique et du coup qui agissent au nom de ce parti et qui viennent attaquer, agresser leurs propres voisins. La loi doit s'appliquer. La loi doit s'appliquer de façon assez transparente. Je ne parle pas de brutalité. Dans ce studio, nous nous sommes tous élevés contre le fait que des citoyens sont injustement tués sur l'Axe Le Prince, mais aussi les citoyens qui sont morts au cours des différentes manifestations à l'intérieur du pays, notamment du côté de Mandiana. Donc, nous ne cautionnons pas les bavures et les tueries qui se passent en Guinée au cours des manifestations. Mais ce que nous disons non plus que nous ne sommes pas dans deux États. Nous sommes dans un seul État et que la loi doit s'appliquer. Et aucun citoyen n'a le droit, parce qu'il est mécontent, de se lever pour aller agresser un autre citoyen, pour le dépouiller, pour caillasser son véhicule. Bien. Je pense que cela doit être clair. On va revenir à notre invité. Chérif Abdallah, moi j'ai pitié parce que les commerçants font partie, je pense, d'un accord politique. Là où on ne s'est pas occupé des familles, des victimes, là où il y a des morts par balle, on ne s'est pas occupé de cette question-là. Ça m'étonnerait qu'on puisse s'occuper des différents commerces qui ont perdu, des différents commerçants qui ont tout perdu. Bien, on revient à notre invité Moussa. Allez-y, Orbi. Monsieur, absolument, au propos du Goa. Bon, moi j'entends son cri d'alarme. Je lisais tout à l'heure mes messages. Effectivement, au moment où on parle de violence, il y a un policier, enfin il y a un jeune qui a reçu une balle à cause. Mais à l'instant, je vais vous dire une chose. Et ce qui est révoltant, et j'aimerais bien que l'opinion comprenne le mécanisme là. Dans le micro aussi. Lorsque les agents de force de l'ordre vont dans le maintien d'ordre, il appartient à leur hiérarchie de fouiller les véhicules, de les fouiller au corps, de ne laisser partir sur le terrain que des armes conventionnelles. Mais nous apprenons qu'ils reçoivent qu'une dotation très faible, 4 ou 5 cartouches de lacrymogène. Ils vont avec. Personne ne les donne l'instruction formelle, mais on les met une arme de guerre à disposition dans les véhicules des forces de police ou de gendarmerie. Lorsqu'ils font usage des gaz lacrymogènes, ils sont finis, ils font face à une foule, qu'est-ce que vous croyez qu'ils font? Ils prennent ces armes-là, ils font usage. Et c'est ce qui se passe dans notre pays. Ce n'est pas normal. Il faut que les forces de l'ordre, on leur dise, lorsque vos armes conventionnelles sont finies, repliez, retournez dans vos camps. Retournez dans vos casernes, n'usez pas, ne faites pas usage des armes de guerre. Ce n'est pas normal. Là, puisqu'il y a une vidéo qui est très populaire, qui a été virale sur les réseaux sociaux au cours dans laquelle le général Bafoué s'adressait à ces hommes en leur disant que nous n'avons pas beaucoup de gaz lacrymogène, alors si vous jetez en désordre, qu'est-ce qu'on va faire? Cela dénonce exactement, il faut que Bafoué dise à ces hommes que lorsque vous n'avez plus de bombes lacrymogènes, vous repliez dans vos bases. C'est très important, vous ne faites pas usage des armes de guerre. Les armes de guerre n'ont rien à faire sur le théâtre de maintien d'ordre. C'est très important. Bien. Maintenant, par rapport aux victimes là, il n'y a pas que sur l'axe. Aujourd'hui, moi, j'ai pris l'autoroute. Matoto est fermée, Madina est fermée, la ville, tout est à l'arrêt. Les opérateurs économiques souffrent de cette situation, mais le manque à gagner, au bout, c'est pour l'État. Parce que quand il y a moins d'affaires, il y a moins de taxes. Quand il y a moins de taxes, c'est l'État qui perd des possibilités d'investissement parce qu'il perd des ressources. C'est à l'État d'évaluer le coût. Si demain on tue tous les commerçants, c'est l'État qui va en souffrir. Ouais. Ce n'est pas les commerçants. Il faut que l'État guinéen assume sa responsabilité d'acheter la paix. Pour acheter la paix, il faut respecter les lois. Bien, allez-y. C'est très important. Tamba. Alors, sur quelle arme amener sur le terrain de maintien d'ordre? Je pense que là-dessus, il faut peut-être le nuancer et peut-être attendre l'avis de spécialistes parce que nous en avons entendu certains et les forces de maintien d'ordre auraient le droit d'en apporter quelques-unes au cas où ça dégénérait. Je le dis, ça, pas pour autant que je suis en train de soutenir qu'il faut tirer sur les manifestants. Vous savez, vous connaissez exactement, vous connaissez notre position là-dessus sur le cas des morts en Guinée lors des manifestations. Mais j'ai envie de vous ramener sur l'attaque du véhicule de M. Cellou Dalein Diallo et des communications qui ont suivi par la suite. La communication que vous tenez ce matin est bien belle, très intéressante, bien équilibrée moralement. Le fait de refuser que l'on s'empresse à nous faire justice, alors qu'il y a une grande majorité
qui n'a pas obtenu, entre guillemets, la même grâce. Mais j'ai envie de dire, est-ce que finalement ce n'est pas aussi lié à vous? Parce que lorsque c'est arrivé, on a vu la tension que ça a provoqué à la fois chez vous les communicants que auprès des autres leaders de partis politiques. Il y a eu des condamnations qui ont fusé de partout. Même Lansana Kouyaté a réagi, Fermil Moulou était concerné. Effectivement. Sidia Touré également. Sidia Touré, vous-même, on vous a reçu ici au lendemain, on a entendu votre propos. Vous ne sembliez pas tenir le propos que vous tenez aujourd'hui. D'ailleurs, dans ce studio, nous avons dit c'est dommage que l'on ignore un cas de mort et que l'on focalise totalement sur la personne de M. Sellou d'Alain Diallo. Donc, à la fin, est-ce qu'en réalité, la question de la justice qui est celle de vos militants vous préoccupe-t-elle tant si l'on doit procéder comparativement aux réactions liées à l'attaque du véhicule de M. Sellou d'Alain Diallo? Vous devez savoir ça. Parce que tous les accords politiques qu'on a signés en Guinée, en premier lieu, il y a la demande de justice pour les victimes. Depuis qu'on commençait à discuter avec ce pouvoir, ça vous le savez. Si ça nous l'identification, poursuite des auteurs et commanditaires des crimes commis à l'occasion des manifestations. Ça fait en bonne. On n'a jamais généré de manifestation Attendez. Non, attendez. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ça nous préoccupe. Moi, la justice nous préoccupe. Aujourd'hui, l'absence de justice pour une partie de nos concitoyens, c'est une préoccupation qui va au-delà des partis politiques. C'est vrai. L'attaque contre Sellou d'Alain a suscité une émotion importante dans le pays. Partout parce que les gens ont conscience qu'au-delà du leader, c'est un symbole. Et que si on touche au symbole, on peut déclencher dans ce pays des violences incontrôlées. C'est pour éviter ça et c'est l'émoi-là qui a amené toutes les réactions au-delà même de notre pays. Parce que nous avons écouté des gens au-delà de la Guinée s'inquiéter de la dégradation de la sécurité. Donc, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas un fait important, mais aussi important qu'il soit, les autres citoyens aussi ont besoin de la justice. Ils sont 98 aujourd'hui et 12 forces de défense et de sécurité qui n'ont pas bénéficié. Parce que même pour ces policiers morts à l'occasion de l'exercice de maintien d'ordre, on ne connaît pas qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce que leurs familles ont obtenu. Vous avez des enfants de policiers, comment ils payent aujourd'hui pour aller à l'école? Il n'y a pas de fonds, même en cours de l'Assemblée, qu'on fait pour accompagner les familles là. Donc ça nous préoccupe. Bien. Honorable Ousmane Gawal Diallo, notre invité, si vous permettez, l'émission c'est de l'interactivité aussi. Il y a beaucoup de questions venant de nos auditeurs. Il y a Corboya qui pose la question, pourquoi il porte plainte contre moi? Et ça, je vous laisserai le soin de répondre. Et un confrère de la RTG aussi qui dit, dites-lui de répondre par oui ou par non. Si ceux qui jetaient des cailloux ce matin et brûlaient des pneus à Bambeto et Nyariwada sont des militants de l'UFDG. Il évite la question en fait. Bien, ça c'est un confrère de la RTG qui nous écrit ce matin. Et un autre qui se prononce plutôt, il faut faire usage de l'état de siège dans les zones de violence pour amener la paix dans la cité. Aucune mesure n'est de trop lorsqu'il s'agit de sauver des vies humaines et des biens. Alors, vous pouvez réagir à ces réactions? Et je pense qu'il va falloir faire un à Mandiana, à Sigri, à Kouroussa, à Boké, à Labé, à Mamou, à Conakry, dans tout le pays. Parce que l'insécurité est partout. La question de ce confrère. Moi, je dis globalement. Ces jeunes qui brûlent des pneus. Ces jeunes qui brûlent les pneus, il faut déjà les identifier. Nous, nos militants, on les connaît. Si vous les identifiez... Donc, ce ne sont pas des militants. Non, ce ne sont pas vos militants. Non. Moi, je ne connais... Attendez, je dis, il faut déjà arrêter un coupable. Et en ce moment-là, en fonction de son identité, on saura si c'est un de nos militants ou pas. Nous connaissons nos militants. Officiellement, honorable Gawal, officiellement, la parole est portée très haute. Tout jeune qui sera arrêté ou tout jeune qui s'adonnera à une violence gratuite, brûler des pneus, caillasser véhicules, barricader les routes, pickpocket, etc., ne sont pas vos militants. Non, c'est pas ce que je vous... Non, c'est pas ce que attendez, je vais vous dire une chose. Attendez, je vais vous dire une chose. Pour que je puisse dire que quelqu'un est militant ou non, il faut l'identifier. Donc il est possible que ce soit vos militants. Attendez. Je vais vous dire une chose. Si c'est un de nos militants, nous allons dire que c'est notre militant et que son comportement n'est pas en accord avec les recommandations de notre parti. Bien, parce que quelqu'un peut être militant et avoir des comportements anti-républicains. Attendez. Mon enfant, j'ai des enfants. Il y en a un qui est à l'école.
il y a des perturbations là-bas, on dit que les élèves ont jeté des cailloux. Vous me demandez, est-ce que mon enfant a jeté des cailloux? Je vais vous dire, attendez qu'il soit arrêté pour que je puisse identifier. Alors, pour une c'est fois, très important, je ne peux pas. Maintenant, est-ce que si c'est un militant de l'UFDG... Est-ce que pour une fois, vous allez faire une communication à l'UFDG pour vous démarquer de tout ce qui se passe comme violence de la part de ces jeunes incontrôlés? Nous nous démarquons absolument. Nous n'avons jamais appelé, jamais l'UFDG n'a appelé un jeune ou n'importe qui à jeter des cailloux ou à brutaliser les forces de la sécurité. C'est une communication qui est claire. C'est pour ça que nous disons manifestation pacifique. Et c'est très important. Après, derrière, si on arrête quelqu'un sur les lieux de manifestation en train de violer la loi, c'est un délinquant, fut-il un militant de l'UFDG. C'est très important. Ousmane Gawal me rejoint. Appliquer la loi. C'est tout. Ce que je veux dire, la question que je veux poser. La dernière question. Il rejoint tout le monde. Ma question à Ousmane Gawal. Je ne vous rejoins pas. C'est quand même mon credo depuis Ousmane Gawal, il y a eu une communication qui est, je pense, celle de du PDN. En 2012, je pense que le véhicule de Lansana Kouyaté avait été la cible d'une attaque. Il y avait son domicile aussi. C'est Lodalen Diallo, je pense qu'il était Sidia et Kouyaté. Bon, selon les informations distillées dans la presse, une enquête. Non, selon Bruno, une plainte aurait été formulée. Mais il fallait que tous ceux qui étaient dans le véhicule attaqué signent, témoignent. Selon ces informations, toujours, Sidia a obtempéré, Kouyaté la même chose, mais Celo Dalen Diallo n'aurait pas accepté de signer cette plainte. Qu'est-ce que vous en savez? Je ne vais pas vous décevoir. Vous savez, dans toute chose, il faut de l'intelligence. Je suis d'accord. Faya Milimono, Celo Dalen et Misbao étaient dans la voiture. Le fait que l'enquête judiciaire, si Faya ne témoigne pas, ça n'empêchera pas la justice de poursuivre l'enquête et de conclure. Ça, c'est du n'importe quoi. Est-ce que Faya sait comment la... Attendez. Et si c'est lui qui est mort? Attendez. Non, ça, c'est de l'hérésie. C'est de n'importe quoi. S'il y a une enquête, si c'est M. Kouyaté seulement qui a porté plainte, la justice va rechercher les auteurs et les commanditaires, indépendamment de l'accord de Sidia ou de Celo Dalen. Ça, c'est la justice. Honorable, mais il dit n'importe quoi. Et je pense que c'est important de ne pas jouer avec nos intelligences aussi. Honorable Ousmane Gawal Diallo. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Vous nous regardez à Angola, à Luanda et dans d'autres villes de ce pays. Merci de nous rejoindre. Merci surtout de votre fidélité à cette émission et à notre chaîne de télévision. De nombreux ressortissants guinéens vivant en Angola dans le dur, à l'insécurité implacable à laquelle ils étaient livrés jusque-là sans défense, avec à la clé plusieurs cas d'assassinat parfois ciblés. Ils sont désormais pourchassés, recherchés, arrêtés et jetés en prison. Depuis le lancement de l'opération dénommée Transparencia par les nouvelles autorités angolaises, quantité de nos compatriotes vivent l'enfer dans ce pays. Quel est le constat sur place? Comment expliquer cette vague d'arrestations qui s'abat sur nos compatriotes et sur d'autres Africains dans ce pays? Vous le voyez à l'écran, M. Moustapha Silla, il est le secrétaire général du RPG Arc-en-Ciel en Angola. Il est homme d'affaires. Il s'exprime sur cette actualité brûlante ce matin. Et nous aurons aussi la possibilité de joindre M. Mohamed Gallo, si je m'abuse. Lui, ce sera depuis une cellule, depuis la prison du côté de l'Angola. On va essayer donc de tenter tout cela. Nous accueillons notre invité, Monsieur Silla, le micro, s'il vous plaît. Monsieur Moustapha Silla, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Bienvenue donc à l'écran. Vous avez organisé. Je vais désactiver le micro. Bien. Je pense qu'on vous a suivi sur certains médias. Vous avez annoncé que malgré tout ce qui se passe, l'Angola n'est pas un État xénophobe. Sur quoi est-ce que vous vous basez pour le dire? Sur quoi je me base pour le dire? Oui. Sur quoi je me base pour le dire, c'est mon expérience personnelle et l'expérience de beaucoup de nos compatriotes. Nous sommes en Angola depuis plus d'une vingtaine d'années et on nous a donné la possibilité de travailler et de nous exprimer complètement. Et sur cette base-là, rapprochez le micro. Sur cette base, je peux dire que nous nous sentons, ceux qui sont ceux qui se trouvent dans des situations régulières dans ce pays, nous sommes considérés comme des Angolais. Parce que nos activités nous permettent d'être équitablement
traité par rapport à un Angolais ou par rapport à un Européen qui vient travailler dans ce pays. Qu'est-ce qui explique cela? Ces Guinéens-là, eux, ils sont irréguliers? Les vagues d'arrestation et que le gouvernement guinéen veut prendre la totalité du contrôle de son territoire, c'est-à-dire une souveraineté, comme tout pays peut le faire. Ok. Ce qui se passe, il y a beaucoup d'étrangers dans les zones minières. Quand vous prenez 100 personnes dans les zones minières, on peut dire qu'il y a 7 qui sont angolais. Tout le reste, ce sont des étrangers. Les étrangers, ça peut être des Chinois, ça peut être des Ouest-Africains, ça peut être des Européens, des gens de l'Afrique centrale aussi. De l'Afrique centrale, surtout les Congolais d'ailleurs. Et je peux dire que le peuple angolais et le peuple congolais, c'est totalement difficile de les distinguer. Parce que qu'est-ce qui se passe? L'Angola a été colonisé par les Portugais. Ils ont inculqué le portugais comme langue et obligé les Angolais, la plupart, à parler seulement le portugais. Tandis que de l'autre côté, au Congo, la plupart parlent beaucoup de dialectes qui sont des dialectes frontaliers avec l'Angola. Donc ces deux peuples, on ne peut pas les distinguer. Quelqu'un qui est congolais, normalement, il peut dire qu'il est angolais parce qu'il parle la même langue que l'angolais d'origine qui parlerait le dialecte. Là. Donc c'est un peu difficile et compliqué. Donc vous comprenez cette opération, si vous permettez. Opération Transparencia, ça vise quoi exactement? Est-ce que c'est normal d'aller défoncer la porte d'une personne, prendre ses biens, le menotter, parce qu'on a des images où des citoyens guinéens sont menottés, les transporter en province, loin même de Luanda? Est-ce que c'est normal? Il y a aussi les droits humains à respecter. C'est pas normal, il y a les droits humains, mais les gens ont été prévenus depuis 2-3 mois, je pense. Les chancelleries aussi ont prévenu les compatriotes et leurs ressortissants. Mais souvent, il y a toujours des rumeurs en Angola. Que l'armée ou la police va faire des opérations. Et ça ne se fait pas, c'est des intox souvent. Donc les gens prennent toujours à la légère. Mais il y a eu un changement de régime. Pas de régime, parce que c'est toujours le MPLA tout à fait. qui est là. Mais il y a eu un changement à la tête de l'État. Maintenant, nous avons le président Lorenzo. Donc, il avait dit durant les campagnes présidentielles qu'il allait combattre la corruption et il allait remettre le pays dans l'ordre. C'est ce qui se passe avec l'opération Transparencia. On dit que nos compatriotes ont été attaqués, les Libanais ont été attaqués, plusieurs ont été attaqués, mais on les avait prévenus de sortir un peu plus tôt. Ceux qui sont restés, c'est ce qui s'est passé. Donc, à mon avis, ceux qui étaient dans la situation régulière, on les a dit de quitter, ils ont quitté. Mais ceux qui s'entêtent restent toujours. Donc, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a eu d'abord Je ne défends pas la position angolaise. On comprend. Mais vous expliquez le mécanisme. J'explique le mécanisme. Bien que les gens ont été informés bien en avance et ceux qui avaient la possibilité de quitter, ceux qui sont dans des situations irrégulières, ont pu le faire, mais ceux qui sont entêtés, c'est ceux qui ont été arrêtés. Bien, allez-y. Avant l'opération Transparencia, bien avant, il y a plusieurs Guinéens qui sont morts là-bas, dont on a vu les images, le témoignage de parents de victimes aussi, on a pu le recueillir. Moi, j'ai envie de savoir pourquoi, dans quelles conditions est-ce que vous qui êtes Guinéen, vous êtes intéressé à comprendre les conditions dans lesquelles ces Guinéens-là, ils perdent la vie? Ces Guinéens-là perdent la vie parce qu'il y a de la délinquance dans le pays, parce que certains jeunes ne travaillent pas. Ok. Avant, il y a eu la guerre. Depuis l'indépendance de l'Angola, il y a eu la guerre. La guerre a terminé en 2002, à la mort de Jonas Savimbi. Ok. L'Angola était à l'époque un État en guerre. Donc chaque citoyen était soit policier, soit de l'armée de l'air, soit de l'armée, soit des renseignements, de la police secrète. Donc tout le monde était armé. Et à la fin de la guerre, l'Angola a eu une croissance économique très rapide.
Ce qui fait que la vie est devenue très très chère dans ce pays. Et l'État n'a pas fait totalement les récoltes des armes comme ça s'est passé en Sierra Leone et au Libéria. Donc beaucoup de gens sont restés avec leurs armes à la maison. Peut-être pas eux, mais leurs propres enfants qui n'ont pas de travail, ils préfèrent aller utiliser ça et braquer des gens et gagner leur vie que d'aller remettre les armes pour $100 ou $200. Si vous braquez quelqu'un, vous pouvez gagner 10 000, 3 000 selon là où vous allez braquer. Et si vous vous en sortez, vous gagnez l'argent. Si vous vous en sortez pas, vous allez en prison. Ouais. Et j'ai été victime parce qu'on m'a tiré dessus en Angola. Okay. Donc, c'est ce qui se passe en général. C'est pas seulement viser nos compatriotes. Bien. Notre invité, M. Moustapha Sylla, secrétaire général de la RPG Arc-en-Ciel Angola, homme d'affaires. On continue de l'interroger, Jacques. On a quand même envie de comprendre parce qu'on parle de situations régulières ou irrégulières. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer le processus d'octroi, si vous voulez, des visas à ce compatriote ou d'autres de cartes de séjour, des cartes de séjour à ces personnes, n'est-ce pas, qui viennent pour chercher, n'est-ce pas, le bien-être dans ce pays. Et puis, qu'en est-il de l'implication réelle de l'État guinéen? Qu'est-ce que vous constatez sur le terrain? Qu'est-ce qui est en train d'être fait pour permettre, n'est-ce pas, de sortir, n'est-ce pas, ce compatriote? Parce qu'apparemment, nos compatriotes, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Non, à mon avis, j'ai appris, je ne sais pas si c'est officiel ou pas officiel, que le secrétaire général aux affaires étrangères a fait une déclaration comme quoi le gouvernement guinéen allait prendre des dispositions avec l'OIM pour le rapatriement de nos compatriotes qui veulent retourner. Ceux qui ne veulent pas retourner, ça c'est autre chose. Voilà. Mais depuis que cette opération a commencé, qu'est-ce qui a été fait par la représentation diplomatique guinéenne sur place, mais aussi par vous tous qui êtes quand même... La représentation guinéenne sur place, elle ne peut que prévenir les ressortissants. Elle ne peut pas faire autre chose. Parce qu'il faut les moyens pour aller chercher les gens en province, ou il faut les moyens pour leur dire, OK, vous regroupez-vous quelque part pour qu'on vous rapatrie. Il faut que l'État donne les moyens pour ça. Vous êtes aussi un responsable politique. Vous êtes secrétaire général du RPG Arc-en-Ciel en Angola. Qu'est-ce que vous avez fait depuis que cette opération a commencé? Vous avez des militants sur place? On a des militants, on les a prévenus. Certains sont à Luanda, d'autres sont restés en province. Mais on se contacte souvent. Et ceux qu'on peut venir en aide, on vient en aide. Parce qu'on ne peut pas venir en aide à tout le monde, mais on essaie de faire le nécessaire. Bien. Ce qu'on va faire, Moussa, on va prendre le témoignage de ce jeune ressortissant guinéen vivant en Angola que nous allons appeler, qui est en direct depuis une cellule angolaise. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur Diallo. Bonjour, monsieur Aboubacar. Bienvenue dans cette émission, Moïse. Expliquez-nous un peu dans quelles circonstances, expliquez-nous dans quelles circonstances, monsieur Diallo, vous avez été arrêté et vos conditions de détention. Ok, ici, là, comme beaucoup de mes collègues, on est arrêté dans notre lieu de travail, comme ça, bien, ils se demandent des documents. Il y a certains même entre nous qui ont des documents légaux, ils les respectent même. Mais ils ne respectent pas, Nous, et notre situation ici, vraiment, ça va mal. Nous, ce qu'on demande, c'est que c'est à l'aide de l'État guinéen, quoi, parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui tombent malades, les nourritures qu'ils nous donnent, rien n'est bon. Ici, tout va mal, vraiment, on souffre beaucoup. Allez-y, ma frère. Alors, qu'est-ce que vous savez de cette opération? Est-ce que vous avez été averti? Si non, comment expliquer que les agents sont venus et qu'ils vous aient trouvé sur place? Est-ce que vous avez eu vent de cette opération pour vous préparer quand même au départ? Pas du tout. Personne ne m'avertit, pas du tout. C'est souvent comme ça. Et il n'avertit personne. Il vient comme ça, il attrape les gens. Et il y a un de mes collègues ici, lui, il a ses documents légaux. Mais quand ils ont l'amené à la police, là où ils ont là-bas, il y a quelqu'un qui n'avait pas de papier. Il a négocié, lui, il a payé de l'argent. On a effacé son nom. On a remplacé le nom de mon collègue qui est ici, qui a des documents. On lui a amené ici. Maintenant, vraiment, tout s'est désordonné, quoi. Et on trouve que l'État guinéen... Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui à l'État guinéen? Oui, on demande à l'État guinéen, quoi. Parce que si tout le monde va mal, quoi, personne ne va bien. Les nourritures qu'ils nous donnent,
Quelle est la nature de l'aide? Est-ce que vous êtes disposé aujourd'hui à rentrer au pays ou bien est-ce que vous voulez que l'État négocie pour que vous restiez de ce côté? Si c'est possible, la négociation, c'est mieux pour nous parce que la majorité entre nous, on laisse nos biens comme ça. Il n'y a personne qui s'occupe là-bas, tout est fermé là-bas. Il y a beaucoup entre nous ici, on le trouve dans le lieu de travail, on les prend comme ça. Il y a certains qui ne laissent pas même le temps de fermer leur place. Ils l'embarquent comme ça, ils l'amènent comme ça. Bien, ce témoignage donc de ce compatriote, de ce ressortissant guinéen depuis l'Angola, Monsieur Diallo. Merci et surtout bon courage, bonne continuation. Ok, merci bien, merci bien. Merci. Bien, on vient de l'entendre, ce ressortissant. Monsieur Moustapha? Oui, d'abord, je veux savoir, pour être en situation régulière en Angola, qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les préalables pour ceux qui veulent tenter l'aventure pour ne pas se retrouver dans les geôles du désespoir? Par exemple, si vous avez une connaissance qui a une société à partir de là-bas, vous voulez quitter la Guinée pour partir, vous lui demandez de vous faire un contrat de travail. Mais le contrat de travail ne se fera pas non plus directement. On doit savoir, il y a une loi qui dit que si vous avez une société en Angola et que le travail que vous voulez faire, vous voulez embaucher quelqu'un, le travail qu'il doit faire en Angola, si c'est pour aller balayer non, si c'est pour aller balayer la cour de votre société, bien entendu que vous ne pouvez pas envoyer quelqu'un dans ce but-là en Angola. Hein? Parce qu'il y a des Angolais pour ça. Mais si maintenant vous voulez un ingénieur ou vous voulez un commercial qui est capable, vous savez qu'il est capable de faire du marketing pour que votre société avance et qu'il a les notions du portugais ou de l'anglais, vous pouvez l'embaucher à partir de... Vous pouvez lui faire une lettre d'invitation. En même temps, vous lui faites un contrat. Quand il arrive en Angola, il sera régularisé. Il aura son visa de travail pour 1 an, renouvelable à chaque fois. Et au bout de 5 ans, 6 ans, s'il veut rester en Angola, il peut même faire la demande pour une carte, non pas la naturalisation, une carte de résidence. Des résidences. Mais apparemment, selon les informations, ça coûterait les yeux de la tête. Vous confirmez? Tout ça, c'est l'Afrique. Vous comprenez? Pour que ça coûte les yeux de la tête, que ça ne coûte pas les yeux de la tête, vous devez avoir les documents totalement bien faits, corrects, du départ, dès le départ. Mais si vous n'avez pas des documents correctement fait dès le départ, vous voulez soudoyer des agents, ça c'est votre problème entre vous et eux. Ça c'est ce qui se passe. Mais sinon, si vous avez dès le départ des documents corrects, ça ne coûte rien parce que ça coûte dans la monnaie locale quelque chose qui est vraiment infime. Bien. Monsieur Moustapha Sylla, secrétaire général du RPG-Arc-en-Ciel en Angola, homme d'affaires, notre invité. Il ne reste plus que 2 minutes. Alors, qu'est-ce qui se dessine pour ces compatriotes qui sont aujourd'hui dans les prisons, ne serait-ce que pour leur bien? Est-ce qu'il y a possibilité, parce que nous apprenons des opérations après lesquelles ces personnes sont dépossédées de leurs biens, qu'est-ce qui se dessine? Qu'est-ce qu'ils pourraient obtenir dans cette situation? À mon avis, si vous venez, on vient d'interviewer le monsieur Diallo qui se trouve en Angola dans la cellule. Vous lui avez posé une question, est-ce qu'il est prêt pour retourner? Il n'a pas répondu. Je crois qu'il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu parce qu'il n'est pas prêt pour revenir. Il souhaite qu'il y a des négociations. Voilà, qu'il y a des négociations. Mais quand un État est souverain, il y a ses règles qu'il faut respecter. Avant, on peut conseiller à nos compatriotes, avant d'ouvrir un commerce, avant de faire quoi que ce soit, régularisez-vous d'abord. Mettez-vous en règle. Commencez votre commerce. Mais la plupart, c'est le contraire que nous faisons. Et puis, maintenant, on veut se régulariser. Mais si tu attends maintenant, pendant 10 ans, tu ne te régularises pas, et à la dernière minute, tu veux te régulariser. Donc, votre propos ce matin est de dire à nos compatriotes que d'être en règle. Il y a un changement à la tête de l'État angolais. Il y a donc de nouvelles règles. Un président qui veut restaurer l'ordre dans ce pays. Et il faut s'y conformer. Notre consul qui est-ce qu'il a raison de dire qu'il ne peut rien? Notre consul ne peut rien parce que la loi du pays, c'est la loi. La seule chose qu'il peut faire, c'est de donner des laissez-passer à nos parents qui veulent revenir ou de leur donner des cartes consulaires. Mais à mon avis, j'ai entendu qu'il y a d'autres qui se plaignent aussi que le prix de la carte consulaire a augmenté. Je ne sais pas exactement combien c'est. C'est la seule chose qu'il peut faire pour qu'ils aient un bout de papier. Mais il y a d'autres compatriotes aussi qui sont
des compatriotes guinéens, mais qui ont vécu peut-être au Libéria ou en Sierra Leone, qui sont partis en Angola depuis longtemps, qui ont des cartes de réfugiés. Ceux-ci aussi sont des cas qui dépendent totalement des Nations Unies. Ça ne dépend pas de notre ambassade à nous. Bien. Dernière question, qu'est-ce que vous avez à conseiller aux jeunes Guinéens qui aspirent à aller en Angola pour tenter l'aventure, comme on dit, pour s'y installer, y travailler et espérer obtenir un mieux-être? Je peux seulement leur dire, avant de quitter, réfléchissez beaucoup. L'Angola était un Eldorado à l'époque parce qu'il y avait la guerre. Ils n'avaient pas le temps de s'occuper de leurs propres richesses. Aujourd'hui, le cas est totalement différent. Vous y allez dans un but, c'est pour vous régulariser et travailler décemment et vivre dans un pays comme vous pouvez vivre en Europe ou comme vous voulez vivre aux États-Unis. Il faut être en règle, sinon ça devient très très difficile à la fin. Bien, les vérités crues de notre invité, M. Moustapha Sylla, secrétaire général du RPG Arc-en-Ciel en Angola, homme d'affaires. Merci à vous, M. Sylla. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Vous qui nous regardez du côté de l'Angola, merci de votre fidélité. La suite. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. L'heure est grave, Jacques Léo. On a vu après la mort de ces deux jeunes à Wanindara et la mort de ce policier aussi qui a été tué également dans le même quartier. Et ces mobilisations générales dans les rangs du gouvernement. Et un conseil extraordinaire, un conseil de ministres, un conseil interministériel extraordinaire s'est tenu hier sous la houlette du Premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana. Oui, il faut déjà commencer par le dire. Dès la matinée, nous avons senti que, en tout cas, la crise avait atteint un niveau beaucoup plus grave. Je sais que la situation est grave depuis bien longtemps, mais lorsqu'on a vu hier la manière avec laquelle ces jeunes de Wanindara, on ne sait pas encore leur identité, on finit avec... Mais si leur identité, leurs identités sont connues. Et ça a même été confirmé par le procureur. D'accord. Voilà. Alors, c'est important de le préciser. D'accord. De toutes les façons, ce ne sont que pour l'instant des présumés, comme on le dit, mais si déjà il y a des travaux qui ont été faits, qui ont été accélérés, qui ont permis, n'est-ce pas, de les identifier, il faut se frotter les mains, espérer que la justice aille jusqu'au bout. Mais encore une fois, comme on le disait hier et même quelques jours plus tôt, ce n'est pas seulement la mort du policier qui devrait susciter cette vague d'indignation, qui devrait susciter, si vous voulez, cette mobilisation générale de la part du gouvernement, mais également des grandes gueules, des autorités. Quelle que soit l'appréhension qu'on a, quelle que soit l'interprétation qu'on peut donner aux morts qu'on est en train d'enregistrer sur l'axe Le Prince, je pense que ce sont des morts et on doit se mobiliser de la même manière, que ce soit pour un policier ou pour un civil. Parce que c'est seulement de cette manière-là qu'on peut finir avec ce qui est en train de se passer. On parle de complicité, on parle également des gens qui profitent, on parle de délinquants, du grand banditisme même. Pour tout ça, il faut un travail sérieux de la part de la justice, de la part du procureur que nous avons pour, n'est-ce pas, enclencher des enquêtes qui peuvent nous permettre, n'est-ce pas, de connaître la lumière sur les faits. Maintenant, il faut noter qu'hier, il y a eu une mobilisation, il ne faut pas l'oublier, du côté d'abord du camp Almamissa Mori-Touré, mais également d'Ignace Dir, où se trouvait le brigadier chef Bakari Camara. Il y a eu le chef d'état-major général des armées, également le directeur général de la police, et qui sont venus là pour constater les faits, pour constater, n'est-ce pas, les blessures. Finalement, le policier a succombé. Ouais. Le brigadier Bakari Camara. Ouais. Moi, j'ai souligné quelque chose, peut-être que je suis naïf, je ne comprends pas très bien le fonctionnement de la police, en tout cas en matière de maintien d'ordre. On s'est dit que peut-être ce policier, il a manqué de soutien de la part de ses amis, parce qu'il n'était pas seul. Il suffit seulement, quand vous venez dans les opérations de maintien d'ordre, actuellement sur l'axe Le Prince, je crois, tout gendarme le sait, tout policier le sait, c'est une zone dangereuse. Donc,
je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas eu de communion, d'action collective. Des ceintures de sécurité autour de une nous. ceinture de sécurité de la part des policiers qui étaient avec lui. Parce que si tout le monde s'était mobilisé là, je crois que peut-être on aurait eu plusieurs blessés parmi les policiers, mais on n'allait pas avoir un cadavre sous la main. Bien. Mais j'ai comme l'impression que ce policier, il a été abandonné par ses collègues. Déjà, ce qui est arrivé, c'est condamnable. C'est pas parce qu'il a été abandonné qu'il devrait être tué. Ouais. Mais je me dis que ses collègues auraient pu lui apporter soutien pour ne pas quand même le laisser seul avec ces jeunes qui sont déterminés, là il faut le comprendre désormais, à donner la mort à tout homme uniforme. Merci Jacques. Et sur les précisions données par le procureur, il faut rappeler ici, le procureur annonce que les événements violents survenus les 7 et 8 novembre 2018 dans le quartier de Wanindra, à la suite de l'appel à la ville morte de l'opposition, ont entraîné la mort de Mamadou Bella Baldé, Mamadou Alimou Ba et du brigadier Bakary Kamara. Les corps des victimes ont été déposés au service de médecine légale de l'hôpital national Ignace Dine afin de déterminer les véritables causes du décès. Et donc, communiqué signé du procureur Sidi Souleymane Ndiaye. Ce que Jacques relevait tantôt, de part et d'autre, on l'a constaté. C'est comme si, depuis ces cas de mort, toute l'opinion d'un seul coup prend conscience de la gravité de la situation. Antoine Kourouma, vous avez vu l'opposition annuler sa marche d'hier et appeler à un deuil national, un deuil quand même, un deuil de 5 jours. Et du côté du gouvernement, on se sent extrêmement concerné. On annonce une réunion de crise tout à l'heure à la présidence de la République et au moins 4 ministres vont faire une communication dans la soirée, Antoine. Donc c'est une sorte de prise de conscience générale, Antoine. Les grandes gueules. Prise de conscience, est-ce qu'on va le dire ainsi? On a comme l'impression que enfin on a atteint un chiffre que beaucoup souhaitaient qu'on atteigne. Ouais. Le chiffre de 100. Le seuil critique. Hein. Le chiffre de 100. On l'a atteint et c'est maintenant que chacun se sent indigné. Le gouvernement surtout qui hier, comme par hasard, comme par magie, fait une réunion interministérielle extraordinaire. Ouais. Alors, j'ai vu hier Abakar Sylla à la télévision, je ne l'ai pas reconnu. Bakar Sylla qui habituellement est serein et tout cela, hier quand je l'ai vu, j'ai senti quelqu'un d'assez... il n'était pas serein dans tous les cas. Donc, je ne l'ai pas reconnu hier. Alors, à sa suite, j'ai vu le procureur de la République, Sidi Souleymane, qui était habillé, je ne veux pas qualifier son habillement, mais j'estime que sa communication d'hier... Attendez, sa communication d'hier n'avait pas lieu d'être. On ne peut pas... Attendez, on ne peut pas, à moins d'une semaine, après avoir annoncé qu'on a ouvert une enquête pour l'attaque contre le véhicule de Selou, sans qu'on ait l'issue à cela... Après avoir annoncé qu'il y a des enquêtes ouvertes par rapport à des cas de mort précédents, sans avoir de suite à cela, et qu'on vient encore annoncer une nouvelle ouverture d'enquête. Et vous voulez qu'il fasse quoi? Vous voulez qu'il fasse quoi? Donc on ne connaîtra jamais vous voulez qu'il fasse quoi alors? C'est mieux qu'il se taise. Non, attendez, pas naïf. Ça aurait été mieux de remettre le communiqué à la présentatrice pour qu'elle fasse ce communiqué là, parce qu'à mon avis, son passage d'hier n'avait aucune importance. Le fait d'annoncer qu'il y a ouverture d'enquête, ce n'est pas nouveau dans ce genre de situation parce que, encore une fois, il n'y aura jamais de fermeture parce qu'on ne saura jamais qui a tué qui dans cette histoire-là. Parce que le cas du policier qui est mort, j'ai entendu Jacques dire qu'il n'a pas reçu de soutien sur l'axe. Ces derniers temps, on a constaté que lorsque les agents interviennent sur l'axe, les jeunes ont une nouvelle façon d'intervenir par rapport à ces policiers ou gendarmes. Ils encerclent souvent les véhicules, ce qui fait que souvent les policiers, certains ont la peur au ventre. Beaucoup parmi eux, quand ils vont sur l'axe, j'ai entendu certains dire quand ils y vont, même quand on les choisit pour aller sur l'axe, certains ne sont pas sereins parce qu'ils ne savent pas qu'ils vont revenir vivants. Donc l'autre... Par rapport au nombre des manifestants, c'est pourquoi, pour ce que Jacques disait tout à l'heure, vous avez vu des policiers fuir en nombre face aux jeunes. Parce que les jeunes sont effectivement beaucoup plus nombreux. Ils n'ont pas de moyens. Mais justement, ils ne sont pas suffisants. Aujourd'hui, la population a grandi. La violence a atteint un niveau de ce côté et au niveau de la police, ils ne sont pas suffisamment nombreux pour faire face à tous ces jeunes. C'est ce qui arrive. C'est pas une première fois que la police fuit. Hein. Ça arrive souvent, mais malheureusement, cet autre a retardé. Maintenant, est-ce qu'ils pouvaient revenir? Peut-être qu'ils se sont dit que si on revenait même à 10,
on a perdu. Je disais tout à l'heure que ce que Antoine est en train de dire, c'est pas fondé, dans le sens où Mara, peut-être, s'il connaît mieux en droit, il va me dire si c'est vrai ou pas. Chaque cas en justice est un cas particulier et bien évidemment, chaque cas prend du temps. Vous ne pouvez pas dire que parce qu'une semaine avant... Vous allez me dire que pour les 100 cas de mort ou les 99 cas de mort, c'est pas ce que je dis. Non, on parle de la communication. De ces enquêtes? On parle de la communication. Ça n'a pas de sens, hein. On ne peut pas dire que c'est lorsque l'enquête précédente aboutit qu'on va faire une communication par rapport à une nouvelle. Évidemment, on peut annoncer toutes les enquêtes qui sont ouvertes par rapport à tous les cas. Non, mais pas me rebrancher. C'est plutôt Mafoudia Bango qui n'est pas branché du tout. Par rapport à ces enquêtes, on ne peut pas comprendre qu'il y ait 99 voire 100 cas de mort, qu'il n'y ait pas d'issue à cela et qu'on vienne tout le temps faire des communications à la télévision. On le dit. Ça n'a pas de sens, Mafoudia Bango. Non. La communication n'a rien à voir avec le processus. Qu'on nous épargne des ouvertures d'enquête parce que ça n'aboutit pas. Voilà. Bien. Qu'on nous épargne de cela. Il est très en colère ce matin. Vous voulez qu'on fasse quoi finalement? Qu'on ne communique pas, qu'on donne des résultats, qu'on nous dise clairement qui tue qui. On ne peut pas atteindre 100 cas de mort et que tout le temps Sylvie Souleymane vienne à la télévision et nous dire qu'on a ouvert des enquêtes alors qu'on sait clairement que ça ne va pas aboutir. Qu'on nous épargne de cela, qu'on nous dise clairement qui tue qui. Qu'on nous dise, on a entendu des audios comme quoi, qu'on appelle, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Effectivement. On nous apprend qu'il y a des complicités et tout cela, on va le dire. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la justice doit jouer son rôle. Et à mon avis, comment il s'appelle le ministre de la Justice? Cheikh Sako a échoué. Cheikh Sako, à ce jour, il va quitter son poste. Cheikh Sako, il ne doit pas y rester. On a atteint 100 cas de mort. On nous a dit qu'il était l'homme de la situation. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Cheikh Sako? Il est devenu muet tout à coup, il ne parle plus. Alors, à mon avis, c'est un ministre qui a échoué et il a atteint ses limites. Il ne doit plus rester à son poste. On a atteint un niveau où des ministres doivent quitter leur poste. Notamment Cheikh Sako doit être le premier à partir. Ce que Antoine Kourouma ne sait pas, ce qu'il ne sait pas, c'est que je partage la même position que lui, seulement je lui ai apporté une précision. Et ça, c'était important. Il fallait juste l'accepter. Mais je suis d'accord que cette justice a failli. On l'a dit plusieurs fois. J'ai appelé un responsable du côté du ministère de la Justice pour demander, mais écoutez, parce que le moment s'y prêtait, j'ai dit, mais comment ça se fait que jusqu'à ce stade, depuis 2008, on n'ait même pas fait une seule communication pour nous dire telle enquête ou telle enquête a avancé. On me dit que non, c'est parce que les enquêtes criminelles prennent du temps. Je dis d'accord, mais prennent du temps. On estime qu'il y a des moments où on a des éléments. Et lorsque la population a la peur au ventre, lorsqu'on se dit que la justice ne travaille pas, la moindre des choses, ce serait de montrer à cette population qu'il y a un travail qui est fait. Minime soit-il. Mais justement, vous ne communiquez pas. C'est quand c'est chaud, et je pense que... Non, mais ils vont communiquer sur quoi, maman? Non, mais c'est ce que je dis. Parce que rien ne se fait, en fait. Depuis 8 ans, souvenez-vous de la toute première victime. On ne peut pas dire que depuis là, jusqu'à aujourd'hui, s'il y avait eu un travail sérieux, qu'on n'aurait pas obtenu un élément. Et bien, si le travail est fait, on aurait forcément obtenu quelque chose. Et lorsque la même chose se répète, la moindre des choses, c'est de dire, écoutez, sur ce cas-ci, parce que chaque fois on revient sur la même chose, c'est la justice, l'impunité. Et bien que la justice nous dise, écoutez, on a commencé ce travail, voici à quel niveau nous sommes, voici ce que nous avons fait, voici ce que nous avons obtenu. Il y a des secrets qu'on ne demande pas à dévoiler, mais de nous rassurer qu'il y a un travail qui est fait. Ça, c'est de l'ordre normal des choses. Communication, exactement, mais il n'y a même pas cette communication et aujourd'hui la justice se tait. Mais qu'est-ce que vous voulez justement à ce stade qu'elle dise après autant d'années de silence. Maintenant, pour parler de la mobilisation du gouvernement, et même de l'opposition, hein, qui se sent concerné par cette barre fatidique qui a été il était temps. Je suis de ceux qui ne restent pas en arrière pour dire parce que ceci a été fait tout ce temps, il ne faut pas faire ceci. Non. Aujourd'hui, on a atteint un niveau critique. Donc, si le gouvernement se lève, tant mieux. Maintenant, ce qu'on souhaite dans cette mobilisation, c'est qu'on ne nous vende pas du vent. S'ils se sont levés, qu'ils se lèvent honnêtement parce que ça, on ne blague pas avec ce qui est en train de se passer. C'est des Guinéens qui sont tués. Cette mobilisation, ça a commencé bien qu'on poursuive de façon très honnête. On veut la paix en Guinée. C'est tout ce que les Guinéens demandent. La paix et surtout le travail honnête de nos intellectuels. Parce qu'on va beau vendre la paix, mais lorsqu'il y a assez d'injustice, assez d'impunité, croyez-moi, on en a pour tous les jours la peur dans le ventre. Merci. Les grandes gueules. Avant, il y a la Junior qui réagit au propos de Jacques Lewa quand il parlait du policier. C'est aussi la preuve que la police n'est pas armée lors du maintien d'ordre. Sinon, quel homme armé va se laisser lapider ainsi? Analyser ça aussi, c'est de la Junior tout simplement. Allez-y. Écoutez, je pense qu'il faut sortir des effets d'annonce. Il y a eu tellement de crimes qui ont été commis dans ce pays. Justice n'a pas été rendue. Le procureur Sidi Souleymane Gaye, hier, il était très beau à l'antenne hier, et il était très beau
sur le plateau de la RTG, dans le journal hier, quand il faisait sa communication. Mais ces effets d'annonce, à mon avis, ne suffisent pas aujourd'hui. Beaucoup d'enquêtes ont été annoncées dans ce pays, notamment les précédents crimes qui ont été commis lors des manifestations politiques, mais aussi des manifestations à caractère social dans ce pays. Effectivement. Des annonces ont été faites. Si c'est des annonces, nous en avons beaucoup consommé dans ce pays. Mais aujourd'hui, à mon avis, il est important pour la justice guinéenne d'être pragmatique. De se réveiller. De se réveiller et d'arrêter ces effets d'annonce. Quand Antoine Camara demande... Kourouma demande, le départ du ministre Cheikh Sako, je pense que plusieurs fois dans ce studio, je l'ai dit et je l'ai réitéré, que le ministre Cheikh Sako et toute son équipe, à mon avis, ne sont pas en train d'assumer leurs responsabilités devant Dieu, devant les hommes et devant leur conscience. Parce que quand le ministre de la Justice, oui, c'est mon point de vue, quand il y a des exactions, on n'a pas besoin, quand il y a des crimes qui sont commis, vous comprenez, des officiers de police judiciaire se rendent sur le terrain, interpellent, mènent des enquêtes, on prend des présumés responsables, on les met à la disposition de la justice, il est de la responsabilité des procureurs de situer les responsabilités. Les précédents cas... La question c'est qui a intérêt de cacher la vérité sur ces tueries au Guinée? Non, mais le problème à Boubacar Diallo, s'il y a eu tir à balles réelles dans les manifestations, qu'un civil soit tué, qu'un policier ou un gendarme soit atteint par balle, il est de la responsabilité de notre justice, des parquets qui sont à Conakry, de faire la lumière. Mais si on ne fait pas la lumière, après on tombe dans la délation, on tombe dans l'injustice, on tombe dans la calomnie, dans le mensonge, et c'est ce qui a l'origine. Et dans le rejet des responsabilités de part et d'autre. On se rejette les responsabilités. C'est le même scénario depuis 8 ans dans ce pays. Et c'est ce qui est à l'origine des révoltes et des frustrations dans ce pays. La Guinée est un pays qui a beaucoup souffert du mensonge, de l'injustice, de la délation, de la manipulation. Mais aussi de sa classe politique et de son élite, franchement. Je pense qu'il faut sortir de tout ça aujourd'hui. Cette mobilisation du gouvernement, le gouvernement ne pouvait pas faire autrement parce qu'aujourd'hui, la Guinée est en train de vivre une situation qui ne fait pas honneur aux Guinéens, qui, à mon avis, cette violence-là, il faut l'arrêter. Et on est au bord du précipice. On est au bord du précipice de ce qui est en train de passer aux acteurs politiques, aux partis politiques. Parce que ce sont les multiples violations de la loi, des accords politiques dans ce pays, de mon point de vue, qui nous ont amenés à ces situations, à ces préoccupations aujourd'hui. Le peuple de Guinée est endeuillé. C'est une victime encore de trop qu'on a enregistré hier. Et ce matin encore, on apprend que des violences encore se poursuivent du côté de Walindara. Et hier soir, selon des informations, des tirs ont été entendus du côté de Walindara où des agents de la sécurité se sont rendus dans les concessions. Sont accusés d'exactions. Voilà, d'exactions. Donc je pense qu'il faut arrêter tout ça. C'est important d'en parler, Basekou, parce que moi j'appelle ça de la violence silencieuse dont sont victimes plusieurs familles le long de l'axe. Des minorités. Non, le long de l'axe, Basekou. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est sur quoi on n'insiste pas assez, ce sont ces agissements de certains agents des forces de sécurité qui entrent jusque dans les concessions. Ce matin, notre confrère de Affiche de Guinée qui nous a appelé que des agents des forces de sécurité sont entrés dans sa belle famille pour tout saccager, tout mettre sens dessus-dessous. Et je pense que les téléspectateurs pourront voir les images à la télévision le soir. C'est très grave, c'est cette violence inouïe qui s'abat de manière silencieuse dans le silence sur des citoyens, la nuit et même la journée. C'est très grave. C'est ce que j'appelle, Aboubacar Diallo, de l'injustice. Parce que ce qui est en train d'être fait, depuis que ce policier a été tué, il faut dire la vérité. Donc il y a quand même un sentiment de vengeance. C'est pas possible. Non, attendez, s'il vous plaît, laissez-moi les bouts de mes idées. S'il vous plaît. C'est justement ce qu'il faut éviter. Puisque les procureurs, le tribunal de première instance de Dixine a pris les devants en annonçant l'ouverture d'une enquête. Et je veux que cette enquête aille jusqu'au bout pour qu'on interpelle les auteurs et les commanditaires des 2 civils qui ont été tués par balle et du policier également qui a été tué. Il faut qu'on fasse la lumière. Il faut que ces cas-là servent d'exemple pour les Guinéens, que ces personnes-là soient interpellées devant la justice et qu'ils soient condamnés à la hauteur de leur forfaiture. Mais si on est dans les annonces, je pense qu'on n'en a pas besoin. Merci, c'est trop dans ce pays. Merci. Il faut arrêter. Mohamed Mara. Je crois que on ne dit rien de nouveau dans ce studio. Effectivement. Et c'est ce qui me blesse. J'ai l'impression que semaine après semaine, année après année, nous disons les mêmes choses. Et cependant, nous ne sommes pas entendus. Mon intime conviction est que si le gouvernement que nous avons actuellement pouvait se passer des 12 millions de Guinéens et cependant continuer à s'empiffrer des ressources de ce pays,
c'est sûr que le gouvernement nous aurait tous jetés à la mer pour continuer néanmoins à exploiter les ressources du pays. Parce que il y ait autant de violence dans le pays, il y a autant de problèmes dans le pays. Et pourtant, le gouvernement, à aucun moment, ne s'arrête, ne réfléchit et ne fait preuve de compassion, d'amour et d'attention envers sa propre population. Ça veut dire que ce gouvernement ne voit en nous que des vaches à traire, tout simplement. Sinon, on est moins que des riens aux yeux de nos gouvernants. Qu'est-ce qui lie un gouvernement à sa population? On vous paye des taxes, vous nous taxez, on vous donne des ressources pour faire le travail que tout le monde ne peut pas faire, et en retour, vous nous protégez. C'est le premier niveau du contrat social. Or, notre gouvernement a échoué. Rien qu'avec ça. Avec à sa tête le président de la République, qui est le chef, qui est celui-là qui chapeaute toutes les institutions. Et aujourd'hui, l'ensemble des institutions constitutionnelles de ce pays, bizarrement, sont muettes. Je me demande pourquoi nous avons l'INIDH. Pourquoi nous avons une Assemblée nationale où, attention, l'opposition continue de siéger. Aujourd'hui, moi, j'aimerais que l'opposition, que les députés de l'opposition, et même certains de la mouvance, qui ont une conscience citoyenne, qui savent qu'ils appartiennent à une population qui est aujourd'hui sous le joug sur ses propres terres, que ces députés-là disent « Merde, nous ne siégeons pas jusqu'à ce que vous puissiez rendre justice à notre population. » Que l'opposition arrête ces jérémiades. Effectivement. Vous avez des députés à l'Assemblée nationale. Commencez par dire « Merde à l'Assemblée nationale » parce que ça ne sert à rien d'y aller. Ça, c'est le premier niveau de mon analyse. Les grandes le second gueules. niveau, ce qui s'est passé à Wanindara. Moi, je suis quelqu'un qui, difficilement, on m'émeut. Mais ça m'a arraché des larmes. Ouais. Parce que j'ai vu là une image qui m'effraie de la Guinée. Ce qui s'est passé. Attention, j'aimerais vous choquer parce que... Non, pourquoi je le dis? Si vous observez Wanindara, vous avez peur pour le devenir de la Guinée. Au moment où le gouvernement joue avec l'éducation, ça veut dire qu'on n'a même pas d'avenir. Au même moment, on ne parle plus de la grève du Ce qui s'est passé à Wanindara, il y a deux choses. C'était le summum de l'impunité des gardes, d'après les témoignages, ce qu'on a eu dans la presse, qui étaient de passage, qui tuent gratuitement deux citoyens qui n'étaient même pas dans les manifestations, qui allaient voir un match de football. Oui, c'est ce qu'on prend pour le moment parce que c'est la version... Oui, mais ça a été démenti. Ça a été démenti. Démenti formel de l'armée. Et tout à l'heure, on va avoir Aladji Sow. Oui, on va avoir Aladji Sow. Attendez, je ne vais pas entrer dans cette polémique-là pour le moment. Je dis ce que les familles rapportent, ce que les... Selon RFI. Attendez. Encore une fois. Attendez, plusieurs médias. Non, quel média? Je ne parle pas de RFI, je parle des familles. Oui, je parle de quel média? Hier, moi, j'étais à l'antenne ici. Où des citoyens ont appelé. Je parle de cela. Ce dont je parle, parce que ce n'était pas dans le maintien de l'ordre. Quelle que soit l'identité des personnes qui ont fait ça, c'est le symbole d'une violence institutionnalisée dans notre pays. De l'autre côté, vous avez des jeunes qui, à force de subir, non seulement il y a très longtemps, on sait que les jeunes Guinéens n'ont plus confiance en l'État, mais désormais sont en train de se révolter contre tout ce qui représente l'État. Ce qui représente l'État le plus, c'est d'abord le drapeau, à mon avis, et en plus l'uniforme. On s'en prend à quelqu'un. Regardez très bien. D'habitude, il est arrivé que des policiers meurent. Mais lorsqu'ils reçoivent des projectiles et ainsi de suite. Mais qu'on en arrête un, qu'on le soumette à une torture, jusqu'à ce que plus tard, mort s'en suive, c'est une première dans notre pays. Et ça laisse voir quoi? Qu'à un moment donné, il y a une frange de la population qui se sent blessée, qui se sent réduite complètement et qui décide tout simplement de s'attaquer à l'État. Je pense qu'on est en train de franchir un cap et il faut que le gouvernement ouvre les yeux. Cette situation ne peut pas perdurer. Si on laisse la situation en l'état, j'ai peur que ce pays ne bascule. Parce qu'attention, là, on n'a même plus affaire au discours politique de M. Alpha Condé ou de M. Cellou Dalein Diallo, mais là, c'est le citoyen qui ne se sent plus chez lui, sur la terre de ses ancêtres. Les ancêtres, M. Alpha Condé, par exemple, n'est pas plus guinéen que moi. Nos ancêtres ont tous défriché ce pays. Les ancêtres, M. Cellou Dalein Diallo n'est pas plus guinéen que moi. Nos ancêtres ont tous
sont tous enterrés dans ce pays. Il est important qu'on comprenne qu'à un moment donné, on ne peut pas continuer sur cette lancée-là. Et c'est là où, personnellement, quand on dit que Cheikh Sako doit démissionner pourquoi? Il est en train de jouer le rôle pour le... Attendez, non, je vous comprends. Mais il est en train de jouer un rôle. C'est celui que lui a donné le monsieur qu'il a appelé au gouvernement. Ouais. Tant qu'il pense qu'il est en train de jouer ce rôle-là, il se sent à l'aise. Que ce soit lui, que ce soit Khalifa Gassama Diaby, que ce soit un Tibou Camara ou je ne sais qui, tous, personne ne pourra plus jamais dire aux Guinéens ici. Parce qu'on en a l'habitude. Les anciens ministres de Lansana Conté, plus tard, après la mort de Conté, ont voulu faire croire aux Guinéens qu'ils étaient blancs comme neige et qu'ils étaient obligés de participer. Messieurs et mesdames du gouvernement guinéen, vous êtes tous responsables de ce qui est en train d'arriver dans ce pays. Des jeunes gens ne peuvent pas tomber ainsi, gratuitement. Les jeunes vies qui sont en train de tomber, vous allez me dire que je suis trop croyant, mais ce qui arrive à la Guinée, Dieu ne peut être qu'en colère contre une telle nation. Mais ce qui est en train d'arriver entre nous-mêmes, Dieu n'a pas besoin aujourd'hui de descendre pour châtier ce pays. Le Guinéen est en train de s'animaliser. Bien, on est en train, non, attendez, se calmer, la violence, se calme. Ouais, je suis calme. Ouais. Mais on est en train de perdre le sens de l'humain. Bien. Comment pouvez-vous, quelle que soit l'identité de ceux qui tirent, on nous a dit ici que c'était des garçons comme les grenades. Il est en prison. On continue de tirer. Si des manifestants sont armés, je vais vous poser une question. Au lieu de riposter, à ce que je sache, jamais un policier ou un gendarme n'est mort ici par balle. Au lieu de riposter contre les gendarmes, est-ce que c'est contre eux-mêmes qu'ils vont tirer? Attention. Mais en fin de compte, ce que je vais vous dire, c'est que s'il y a des gens qui sont armés, même parmi les manifestants, c'est le rôle de l'État. C'est sa responsabilité de dénicher des criminels ou qu'ils se cachent. Mohamed Mara, Monsieur Alpha Condé, vous êtes en train de décevoir l'espoir et la confiance que les Guinéens ont mis en vous. Parce que c'est avec vous que les Guinéens ont un contrat. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Et ça en est terminé pour la dernière représentation de cette semaine au compte des Grandes Gueules. Merci à toute l'équipe des Grandes Gueules, à l'équipe B. Ibrahim Prince Diallo était, le doigté magique était à la réalisation du côté de la radio. Mamoudou Kone, le colosse du côté de la télé assisté de notre ingénieur son Alain Sidibé. Merci à l'équipe de cadrage. On remet ça lundi, Inch'Allah, si tout va bien. Merci de l'attention. Une pensée au Turbo, donc, qui continue son séjour du côté de la France. Et une pensée aussi à notre ami Alpha Moussa Makadiabi du côté de la Tunisie qui est hier pour un check-up. Portez-vous bien, au revoir.